va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à cette présentation sur l'intelligence artificielle au service du trouble ticketing. Alors, je suis Benjamin Binard et je suis équipier DevOps, donc développeur chez Soprasteria. J'ai participé aux travaux sur l'intelligence artificielle en tant que développeur. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre Austin, donc je suis actuellement leader fonctionnel sur une application télécom de trouble ticketing et je suis aussi intervenu sur les travaux de l'IA. Alors pour la présentation, on commencera par la présentation fonctionnelle du projet, puis on verra les deux cas d'usage que nous avons étudiés et développés. Puis nous passerons sur l'industrialisation de nos modèles d'intelligence artificielle et nous terminerons avec une session de questions-réponses. Les questions, vous pouvez d'ailleurs les mettre dans le chat de ce live, on y répondra à la fin. Donc, tout d'abord, la présentation fonctionnelle avec les enjeux du trouble ticketing et la notion de technicien augmenté. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc c'est un programme en fait qui va prendre des décisions basées sur la logique. Donc c'est un domaine qui est extrêmement vaste et riche. Ensuite, nous avons le machine learning, donc qui est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle et qui va lui aussi prendre des décisions, mais cette fois-ci basées sur un dataset et un apprentissage. Nous avons utilisé durant notre Moi j'ai un souci, je t'entends plus. Je crois qu'il y a un bug de micro, oui. Ouais. On t'entend plus, Benjamin. Non. On t'entend toujours pas, Benjamin. Désolée pour ce petit couac technique. En train de rebrancher son casque, on va voir si ça marche. Allô? Ouais, c'est bon. Oui, pardon, excusez-moi. Ce qui s'est passé. Donc, je disais le machine learning. Donc, nous avons utilisé durant nos travaux 7 algorithmes différents. Et ensuite, nous avons le réseau neuronal, donc qui est un type de machine learning composé de couches de neurones. Et là, pour le coup, nous avons utilisé la librairie TensorFlow pour en implémenter. Et pour terminer, nous avons le deep learning, donc qui est en fait, lorsqu'on a un nombre conséquent de couches de neurones, on a l'apprentissage profond, appelé deep learning. Une rapide histoire de l'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir que c'est un concept qui n'est pas nouveau du tout, puisqu'il a été théorisé dans les années 50, et notamment avec la création du perceptron. Le perceptron étant l'ancêtre du réseau neuronal. Mais à ce moment-là, la puissance de calcul n'est pas du tout suffisante pour permettre d'implémenter de tels systèmes. Et donc, il faut attendre le début des années 2000 avec l'explosion de plusieurs projets et donc de l'avancée des technologies qui va permettre leur mise en place. À ce moment-là, ils sont menés par des grands groupes. Et il faut attendre, et à l'heure actuelle, en 2022, on peut dire qu'on a atteint une maturité industrielle qui permet à n'importe qui, avec quelques connaissances techniques, d'implémenter de l'intelligence artificielle dans ses projets. Et donc cela est dû notamment avec la puissance de calcul qui est maintenant désormais accessible à tous. Même un PC portable est capable d'entraîner certes de petits modèles, mais ça reste possible.
Et avec les plateformes de cloud computing, eh ben, on peut réaliser des entraînements beaucoup plus gros et à faible coût. Ensuite, on a l'explosion de l'usage des données et l'ouverture de celles-ci. Donc, on a par exemple des datasets disponibles open source sur Internet. Par exemple, le gouvernement français en met plusieurs à disposition. Et on a également les grandes entreprises du numérique qui vont collecter des données. Ensuite, on a vu apparaître un certain nombre d'outils, de frameworks et librairies open source qui permettent à toute personne n'ayant pas forcément de connaissances mathématiques très poussées sur le sujet, d'implémenter des modèles d'intelligence artificielle. Et enfin, j'en ai parlé juste avant avec le cloud, mais le cloud public met aussi à disposition des outils prêts à l'emploi. Lorsque l'on est sur une programmation classique, on a notre programme qui est en fait un jeu de règles, donc ici la flèche rouge, et on va donner des données. Avec les règles et les données, on va obtenir des réponses. Ici, c'est la programmation classique. Avec le machine learning, on arrive sur un nouveau paradigme, et cette fois-ci, on va prendre les données et les réponses que l'on souhaite obtenir, et on va obtenir un programme. Et donc ce programme, c'est le résultat de l'apprentissage, et on le nomme modèle. Nous le voyons, nous, comme l'agrégation du jeu de données lors de la phase d'apprentissage. Donc maintenant, on va parler un peu de la vision métier qu'on peut avoir sur les enjeux dans le milieu du trouble ticketing, afin d'y voir plus clair sur en quoi l'IA peut aider dans ce domaine. Donc tout d'abord, on a constaté une augmentation généralisée dans les usages qui sont faits. On sait aussi qu'un enjeu important est le budget qui est bien sûr pas illimité. Ça va aussi notamment avec le respect des engagements et des garanties. Donc, lorsqu'on a des tickets à traiter, on a toujours un temps requis pour le faire sous peine de recevoir des pénalités. On a aussi un enjeu qui est l'amélioration de la satisfaction utilisateur. Donc ça, c'est un enjeu qui est constant, bien évidemment. Et enfin, on sait aussi que c'est un milieu où il y a un important turnover parmi les techniciens. C'est rarement un milieu où on reste très longtemps et ça entraîne forcément de la perte de la connaissance et de l'expérience. De ces enjeux, on en a déduit du coup des challenges. Donc le premier challenge qui est important, ça va être bien sûr l'efficacité opérationnelle qu'on peut avoir. Et donc un des points clés pour augmenter cette efficacité, ça va être de donner plus d'autonomie aux équipes de support. On veut aussi en challenge avoir la réduction du temps moyen de réparation des tickets. Et donc ça va avec la réduction du coût de gestion de l'incident, puisque plus on va traiter rapidement les tickets, et moins ça va coûter cher. Et enfin, on a un challenge qui est important, ça va être la gestion de la connaissance qui va permettre justement de compenser ce turnover dont je vous parlais juste avant. De ces challenges, on en a déduit 3 points clés dans lesquels l'IA va pouvoir aider dans la résolution des tickets. Donc le premier point, c'est une notion qu'on peut mettre entre guillemets de technicien augmenté, c'est-à-dire le but n'est pas de remplacer le technicien par un algorithme ou un modèle, mais le but, ça va être plutôt de le conseiller et d'apporter un plus qui va lui permettre de résoudre plus efficacement les tickets et du coup respecter plus facilement les échéances qui sont imposées par les garanties. Le deuxième point, ça va être la gestion de la connaissance. Donc l'IA, c'est quelque chose qui se base avant tout, notamment le machine learning, sur la connaissance, sur l'expérience. Et donc du coup, ça va vraiment permettre de compenser ce turnover et d'aider aussi à la montée en compétence des équipes de support pour les nouveaux arrivants. Et enfin, on a aussi comme objectif important de garder une IA qui soit industrialisable pour pouvoir l'intégrer dans un système d'information conséquent. On va aussi pouvoir avoir une prédiction qui soit adaptable, c'est-à-dire que c'est un milieu qui bouge beaucoup avec souvent des nouveaux tickets, des nouvelles informations qu'il faut pouvoir intégrer dans l'IA pour qu'elle reste toujours à jour. Sur cette courbe, vous pouvez voir du coup le nombre de tickets qui sont traités. Et donc on va pouvoir voir quelle est la cible de notre IA que nous avons réalisée.
Donc tout à gauche, vous avez les tickets qui sont très nombreux, mais qui se ressemblent tous, et ils sont généralement toujours résolus de la même manière. Donc ceux-là, on les considère déjà automatisés, puisqu'un simple algorithme peut généralement faire ce travail-là. Et on a l'inverse tout à droite, ça va être les tickets qui sont tous totalement différents, qui sont assez compliqués à traiter, puisque c'est toujours des cas un peu à l'extrême. Donc ceux-là, les occurrences sont beaucoup trop faibles pour être automatisés, puisque les tickets seraient trop compliqués à automatiser par un simple algorithme. Et en plus, la plus-value, elle serait pas importante vu qu'il y a peu de tickets. Donc au final, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la courbe au milieu. Donc ce sont les tickets qu'on considère éligibles à la root cause analysis assistée par l'IA. C'est-à-dire ce sont les tickets qui sont pas automatisables par simple algorithme car trop complexes. Ils ont des topologies d'incidents qui changent souvent. Et enfin, c'est quand même des tickets qui prennent beaucoup de temps à traiter. Et donc, c'est là où l'IA peut avoir une forte plus-value, en fait. Et donc là, je ne sais pas si Benjamin, tu as présenté le contexte. Oui, merci Pierre. Durant donc le contexte, les travaux ont été réalisés au sein du TME Lab, qui est en fait l'entité de R&D du vertical Télécom, Media and Entertainment de Soprasteria. Et donc cela s'est déroulé en 2 itérations de 6 mois chacune. La première a été réalisée en 2020 et la seconde en 2021. On a entraîné une IA avec environ 200 000 tickets. Pour nos travaux, nous nous sommes basés sur une plateforme de gestion de tickets d'incidents qui génère environ 900 000 tickets par mois et avec 45 000 utilisateurs. Donc les principaux objectifs, comme tu le disais Pierre avant, c'est donc d'améliorer la qualité de service grâce à l'intelligence artificielle et également d'expérimenter son intégration au sein d'un SI d'envergure. Maintenant, je vais passer aux cas d'usage étudiés avec tout d'abord leur présentation, puis nous verrons une démonstration et nous finirons sur les contraintes. Donc nous avons développé deux cas d'usage. Le premier, c'est la prédiction de la root cause, donc c'est-à-dire la prédiction de la cause d'origine du problème. Donc lorsqu'un technicien vient fermer un ticket, celui-ci renseigne dans l'application deux champs, la famille de problèmes, donc on peut voir ça comme la cause générique, et le détail du problème, c'est-à-dire la cause un peu plus précise. Et donc nous, notre objectif, ça a été de pouvoir prédire dès la création du ticket ces deux informations pour aiguiller au mieux le technicien. Donc il s'agit ici de 2 modèles d'IA qui font tous les deux une classification et qui sont en fait chaînés. Le premier modèle en fait va prendre les données du ticket et notamment la description. Donc la description, c'est un champ textuel qui possède le plus d'informations. Et ensuite, ce premier modèle va fournir la famille du problème. Un second modèle avec toujours les données d'entrée du ticket, notamment la description plus la famille du problème, va venir donner le détail du problème. Donc là, en fait, on a 2 modèles qui sont en eux-mêmes assez simples, mais qui couplés nous permettent de réaliser une intelligence un peu plus complexe. Dans le même temps, nous avons développé la prédiction du temps de résolution. Donc c'est pouvoir donner dès la création du ticket un temps assez précis du temps nécessaire à la résolution du ticket. Et donc son objectif étant d'améliorer la satisfaction du client. Ici, on a une classification puis une régression. Donc on utilise le même modèle que celui d'avant, c'est-à-dire la prédiction de la famille de problèmes, qui va nous permettre, qui sera une entrée importante pour le modèle de prédiction du temps de résolution. Lorsque l'on est pour la prédiction de la root cause, un utilisateur va créer un ticket sur la plateforme. Ce ticket va subir notamment sa description, l'étape de NLP, pour Natural Language Processing, qui va venir en fait supprimer par exemple la ponctuation et qui va attribuer à chaque mot un poids différent.
En fait, notre modèle, lors de l'apprentissage, on est obligé d'avoir des données numériques puisque derrière, ça reste bien un outil statistique mathématique, donc il ne peut pas y avoir de lettres. Le premier modèle d'IA va prédire la famille de la route cause, ici réseau. Le second va nous donner le détail de la route cause, l'incident routeur dans notre exemple. Et ensuite, le technicien va pouvoir, avec ces deux informations, résoudre le ticket. Et puis, s'il n'en est pas capable, transférer ce ticket à l'équipe la plus appropriée. Maintenant, pour ce qui est de la prédiction du temps de rétablissement, de résolution, un utilisateur va créer un ticket et y associer en fait un SLA, donc une garantie. Et celle-ci, elle est en garantie de temps de rétablissement et dans notre exemple, elle est de 600 minutes, c'est-à-dire 10 heures. À ce moment-là, en fait, un algorithme, un modèle d'IA va être sélectionné en fonction de cette garantie de temps de rétablissement. Parce qu'on ne peut pas, donc il existe un algorithme par SLA pour éviter, par exemple, d'avoir des précisions qui soient qui soient de mauvaise qualité. Donc, par exemple, lorsqu'on est sur une garantie de temps de rétablissement de 2 heures, la précision n'est pas la même que pour une garantie de temps de rétablissement de 10 jours, par exemple. Ensuite, le modèle va venir calculer le temps de résolution en heures ouvrées et on va ensuite y appliquer une fourchette. Plus le modèle a une précision est précis, plus la fourchette sera réduite. Donc c'est pour la marge d'erreur. Et enfin, donc l'utilisateur va être informé si son ticket a un risque, s'il va être dans les temps. Et le technicien va lui avoir de son côté, grâce à cette information, il va pouvoir reprioriser ses tickets si jamais il y a un risque de dépassement du temps. Merci. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à une petite démonstration de cette IA mise en application sur une maquette web. Donc, c'est une maquette web que nous avons réalisée qui est inspirée d'une application de trouble ticketing. Donc, pour le scénario, je vais ici me mettre dans la peau d'un technicien, comme on peut le voir ici, on peut imaginer qu'il va recevoir un appel d'un client, par exemple, qui a un problème, une panne sur son produit. Et donc, le technicien va pouvoir venir créer un ticket d'incident sur cette plateforme. Donc, pour cela, on va pouvoir se rendre dans l'onglet Création, puis Ticket de produit ici. Il faudra dans un premier temps renseigner l'ID du produit, qui est une information qui sera notamment prise en compte par l'IA plus tard. Enfin, je peux lancer ma recherche et créer mon ticket. Donc ici, on va se retrouver sur la page de création du ticket. Donc sur cette page, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations qu'on peut renseigner, qui est lié à l'incident et qui peut donner plus de détails sur ce qui se passe. Donc pour cette démonstration, je vais vraiment me focaliser sur les données les plus importantes qui sont prises en compte pour la prédiction. Donc la première donnée, ça va être le type de ticket. Dans notre exemple, ça va être incident. Ensuite, nature initiale qu'on va mettre à service dégradé. Et pour la description, je vais mettre une description que nous avons préparée au préalable. Voici. Donc c'est une description qu'on trouve assez intéressante puisque on voit bien que c'est du langage vraiment parlé, c'est-à-dire qu'il y a des formules de politesse. On voit aussi qu'à la fin, il y a une question. Pouvez-vous faire le point avec l'opérateur? On voit que c'est une question qui ne semble pas être intéressant pour faire une prédiction de la route cause. Donc, en fait, ça va être là où on va voir la force de l'IA, c'est qu'elle va pouvoir trouver elle-même quelles sont les parties importantes et quels sont les mots qu'il faut retenir pour faire sa prédiction, en fait. Elle enlève le bruit d'elle-même. Donc ici, une fois que mon ticket est renseigné, je vais pouvoir le sauvegarder. Et donc ici, nous avions rajouté un bouton sur cette maquette qui s'appelle Predict Problem Family pour voilà, lancer la prédiction de la famille de problèmes. Et donc, en cliquant sur ce bouton, le modèle se lance. Et donc ici, nous avons les résultats qui sont affichés dans une pop-up. Donc, nous avons bien les deux cas d'usage que vous présentez, Benjamin. Donc ici, ces deux premières colonnes, on va voir le premier cas d'usage qui détermine la route cause et ensuite le second cas d'usage qui détermine le temps de résolution. Donc ici, l'IA nous a affiché du coup les trois causes les plus probables qu'elle a pu déterminer, les trois familles de problèmes les plus probables. Donc en premier, on a réseau, puis on a hardware et software.
Et on a affiché aussi à côté la confiance que l'IA a envers ses résultats, parce qu'elle peut jamais être sûre à 100%, bien évidemment. Et donc ici, on voit qu'on a un chiffre de 85%, donc on peut considérer quand même qu'elle est assez confiante pour que ce soit la bonne réponse. Et sur la deuxième partie, nous avons du coup une fourchette du temps de résolution. Donc là, l'IA a estimé que le technicien ou que les acteurs vont mettre entre 9 et 10 heures pour résoudre l'incident. Ici, on a mis aussi un rappel de la garantie sur ce produit-là qui est de 10 heures. Donc, ça peut aussi donner une indication aux acteurs pour leur dire s'ils sont dans les temps ou pas pour résoudre le souci. Et enfin, on a aussi la possibilité d'afficher toutes les possibilités. Si on veut regarder vraiment les plus petits pourcentages qui restent, ça peut toujours donner des idées. Donc voilà pour la première partie. Donc ça, c'était pour la prédiction de la famille du problème. Maintenant, si je continue dans mon scénario, une fois que le technicien a cette information-là sur l'origine du problème, il va pouvoir rediriger le ticket vers la bonne équipe. Donc pour cela, on va passer en mode de modification. On va se rendre sur l'onglet Intervention et faire ce qu'on appelle un transfert de responsabilité du ticket sur un groupe qu'on va appeler par exemple Résolution. Et là, je peux lancer ma recherche et sauvegarder et quitter le ticket. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un peu de casquette. Je ne suis plus avec un technicien, je suis avec une personne qui va s'occuper de la résolution à proprement parler du ticket. Et donc, s'il a reçu son ticket, il va pouvoir aller dans la liste de tickets ici pour retrouver son ticket qui est là. Donc on retrouve bien le ticket de tout à l'heure avec les mêmes informations dedans. Et donc cette fois-ci, vu qu'on n'est pas avec le même acteur, le bouton a un peu changé. Tout à l'heure, c'était la prédiction de la famille du problème et maintenant, ça va être la prédiction du détail du problème. Donc ça va être vraiment une prédiction d'une information un peu plus précise. Donc ici, on retrouve la prédiction précédente avec les familles de problèmes. Donc on avait réseau en premier avec 85%, puis hardware avec 10%. Et donc dans cette famille réseau, l'IA cette fois-ci a déterminé le détail du problème. Donc là, elle pense à 75% qu'on est sur un routeur détérioré. Et donc voilà l'information qui peut éventuellement aider la personne qui va résoudre les problèmes et faire gagner du temps. Et on a aussi affiché la deuxième possibilité si on tombe, ou la troisième si on tombe dans des cas rares, ce qui peut aussi arriver. Donc voilà, c'est tout pour la démonstration. Donc effectivement, merci Pierre pour cette démonstration. Nous avons une question qui n'a toujours pas été, à laquelle on n'a toujours pas apporté de réponse, c'est quel niveau de formatage, de formalisme faut-il avoir pour les tickets en entrée? Est-ce qu'il doit être structuré ou formaté d'une manière particulière pour qu'il puisse être traité finalement par ce modèle d'intelligence artificielle? Alors, pour répondre à cette question, le point important, déjà tous les champs doivent être renseignés, hein. C'est pas à la carte, donc là, on a renseigné par exemple le type de ticket, sa nature initiale, mais aussi lorsqu'on a saisi le produit, c'est parce que ce sont des champs obligatoires, sinon ça plante. Pour ce qui est de la description, en fait, il faut quand même une certaine homogénéité dans la façon dont est saisi ce champ. Donc là, par exemple, on voit que c'est quand même une formulation humaine. Ça pose pas de problème à l'intelligence artificielle, au modèle, s'il a été entraîné pour ça. Mais si on veut changer ce formalisme, il faudra peut-être faire un autre entraînement. J'espère que ça répond bien à la question. Je pense que ça y répond en partie. Je vais la formuler autrement. C'est finalement, si on devait utiliser une autre source de tickets qui serait basée par exemple sur une extraction d'un Jira ou d'un GitLab, est-ce que ça remettrait totalement en cause les travaux et le modèle d'IA que vous avez généré, ou est-ce que ça nécessiterait juste un réapprentissage de votre modèle? Ça nécessiterait simplement un réapprentissage. Tant que les champs sont les mêmes, c'est juste un réapprentissage. Si on change les champs, il va falloir un petit peu adapter le programme quand même. Très bien, merci Benjamin. Et pas d'autres questions dans le chat, donc je vous propose de
passer à la seconde partie, ou en tout cas à la fin de cette première partie, et puis à continuer par la suite. Oui, merci. Alors pour ce qui est des limitations, la principale, c'est la qualité de la donnée. Et donc le premier point, c'est les données homogènes. J'en ai un petit peu parlé en répondant à la question précédente, mais c'est vrai que donc, on avait par exemple certaines descriptions en anglais, d'autres en français ou en espagnol. Et donc l'important, c'est quand même d'avoir une homogénéité. Et donc nous avons fait le choix, par exemple, de ne garder que les tickets en français. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un jeu de données équilibré. Donc, nous nous sommes rendus compte que l'une des catégories était largement surexprimée par rapport à d'autres catégories, notamment pour la prédiction de la route cause. Et donc, notre modèle d'IA avait tendance à classifier tous les tickets dans cette même catégorie surexprimée. Donc, nous avons fait un rééquilibrage du jeu de données en supprimant un certain nombre de tickets de cette catégorie surexprimée. Et pour terminer, il faut une quantité de données suffisante. Nous avons testé, implémenté des modèles de machine learning classique, si je puis dire, qui était un random forest. Et donc là, la quantité de données nécessaire n'est pas très grande et donc ça fonctionnait bien. Par contre, ensuite, nous avons utilisé un réseau neuronal. Là, avec nos données, c'était encore suffisant. Mais quand nous sommes passés au deep learning, là, il faut une quantité de données très grande et on obtenait des résultats qui n'étaient pas très satisfaisants. Pour cette dernière partie, je vais parler de l'industrialisation des modèles d'intelligence artificielle. Alors, je commencerai avec la méthodologie pour la création de ceux-ci. Et ensuite, je parlerai de Google Cloud Platform qui nous a permis d'automatiser l'apprentissage continu. Alors, voici la méthodologie que nous avons mise en place. Donc, on commence par récupérer les données réelles de terrain, parce que notre objectif, c'était d'être le plus proche possible de la réalité. Bien sûr, ces données ont été anonymisées. Ensuite, on a réalisé une extraction par groupe d'utilisateurs, parce qu'en fait, c'est justement ces groupes d'utilisateurs qui utilisent la plateforme d'une manière différente. Ils ne vont pas tous remplir les mêmes champs, ni de la même manière. Et nous avons enfin passé un nettoyage sur ces données pour enlever, par exemple, les lignes où il y avait des champs vides. Ensuite, il est impossible de savoir par avance quel algorithme va fonctionner pour notre jeu de données. On va avoir à la rigueur un sentiment, une idée. Et donc pour ça, on a comparé différents algorithmes avec la librairie scikit-learn sur un même jeu de données pour obtenir un benchmark. Donc ici, vous avez le benchmark pour un jeu de données. Et donc les carrés que vous voyez sont des matrices de confusion et chacun représente un algorithme. Donc ici, nous avons testé 7 algorithmes différents. Et donc sans rentrer dans le détail de fonctionnement de ceci, donc on compare la réalité et la prédiction du modèle d'IA. Et en fait, plus la diagonale est marquée, meilleur l'algorithme fonctionne. Et donc, cela nous a permis de sélectionner rapidement et visuellement le meilleur algorithme pour notre besoin. Et nous obtenons ainsi notre modèle que l'on peut ensuite transformer sous forme d'image Docker pour pouvoir le déployer, notamment avec la web app que vous avez vu, l'IHM de démonstration que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, le modèle est à ce moment-là disponible en API REST. Pour donc la méthodologie que vous avez vue juste avant, le benchmark notamment, nous l'avions réalisé à la main. Et donc, pour nous aider dans tout ce travail et pour l'automatiser, nous avons utilisé Google Cloud Platform. Donc, c'est un cloud public et qui met à disposition plein d'outils différents pour réaliser de l'intelligence artificielle. Mais nous nous sommes focalisés sur l'outil Vertex AI, qui est en fait qui va regrouper différents sous-outils et qui vont nous permettre notamment de réaliser des modèles personnalisés. Parce que la plupart des outils
disponibles, prêtes à l'emploi, ne sont pas personnalisables ou alors très très peu. Et nous avons notamment développé des pipelines qui nous permettent d'automatiser les différentes étapes d'apprentissage et de déploiement avec la technologie Kubeflow, qui est une plateforme open source, mais qui a été en fait customisée par Google dans Vertex AI. Pour ce qui est de l'entraînement et du benchmark, nous avons utilisé Google AutoML. Donc, AutoML est une technologie qui n'est pas propre à Google, mais celle-ci est quand même améliorée avec les outils Google. Et cela nous permet en fait de très rapidement sélectionner le meilleur algorithme, mais aussi avec les meilleurs paramètres possibles. Pour ce qui est de la vérification, nous avons utilisé TensorBoard qui nous permet en fait de suivre nos différents entraînements et par exemple de voir la précision des entraînements successifs au cours du temps. Et nous avons utilisé Google Endpoint qui nous permet en fait de déployer les modèles entraînés. Pour l'heure, ce n'est pas possible de récupérer le modèle et de l'avoir sous forme par exemple d'image Docker et de le déployer sur ses propres serveurs, mais ils y travaillent. Et finalement, nous avons utilisé Google Cloud Billing qui permet de faire le suivi des ressources consommées. Ici, vous avez une copie écran du pipeline que nous avions déployé et on voit donc la première brique, c'est l'entraînement du modèle. Donc, on utilisait Google AutoML qui va quand même prendre au minimum 1 heure, mais le mieux c'était quand même de le laisser par exemple tourner toute la nuit. À ce moment-là, le modèle est entraîné et il est uploadé dans un stockage Google. On ne peut plus revenir en arrière sur les données parce que l'entraînement va masquer celles-ci. Et la troisième étape, donc, c'est l'obtention des métriques. Donc, on va passer un certain nombre de batteries de tests qui vont nous permettre d'obtenir différentes métriques qui nous permettront, pour la partie 4, de prendre une décision automatique, sans la main de l'homme, sur oui ou non un déploiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces briques, en fait, certaines sont en Python et que nous avons développé entièrement, donc elles sont totalement personnalisées, et d'autres sont avec des technologies Google prêtes à l'emploi. Ça nous permet comme ça, en fait, de pouvoir combiner des outils Google et complètement différents sur une même plateforme. Et donc, c'est vraiment ce qui fait ici la force du pipeline et de Vertex. Lorsqu'arrive la décision du déploiement, donc notre nouveau modèle tout juste entraîné, nous allons lui faire passer un test de non-régression sur le long terme. Donc l'objectif, c'est de voir s'il n'y a pas une baisse de la précision, par exemple, du modèle. Si c'est le cas, c'est que notre pipeline doit être revu. Par exemple, ça peut être l'arrivée d'un nouveau produit sur le marché ou bien un changement de comportement dans la façon de renseigner les données. Et à ce moment-là, il faut vraiment réétudier le pipeline. Si ce test est passé, on va pouvoir aller à l'évaluation des métriques. Nous avons fait uniquement la précision, mais on peut aussi faire par exemple le score F1 ou le recall. Et donc si cette métrique est inférieure au seuil, nous l'avions fixé à 80%, alors le nouveau modèle n'est pas déployé. Et si si cette métrique est supérieure au seuil, alors on va pouvoir passer au dernier test qui est la comparaison entre le nouveau et l'ancien modèle. Donc même si le nouveau modèle est supérieur au seuil, si celui-ci est quand même de moins bonne qualité que le précédent, on ne va pas le déployer. Et donc, au final, si tout se passe bien, notre nouveau modèle est déployé et le développeur, l'équipe, reçoit une notification par mail. Pour aller plus loin, on peut tout d'abord parler de la réutilisabilité et l'adaptabilité des travaux. Donc, avec Google AutoML, cela nous permet en fait de valider ou invalider nos choix dans le jeu de données. Lors de la première itération du lab, nous avions réalisé le benchmark à la main. Et cela nous prenait beaucoup de temps et on avait toujours la question de est-ce que mon modèle a une précision faible à cause de mes données ou bien à cause de mon développement du modèle.
Bah, avec Google AutoML, au bout d'1 heure, on sait déjà si nos choix de données sont bons ou pas. Et ensuite, le pipeline est bien sûr on peut l'exporter et donc on va pouvoir l'utiliser dans différents autres, espaces de Google de Vertex ou bien même le déployer sur un Kubeflow, sur une VM, on-premise. Et bien sûr, il y aura quelques ajustements à faire. Ensuite, on peut voir qu'il y a, donc nous avons développé à 2, Pierre et moi-même principalement, mais il faut imaginer que des projets comme ça devront s'intégrer dans des équipes plus grandes, 5, 10 personnes. À l'heure actuelle, il y a des processus de développement pour la programmation classique, mais lorsqu'on arrive sur l'intelligence artificielle, les processus sont un petit peu différents, puisqu'on a l'itération du développement de l'apprentissage, mais aussi des différents entraînements. Et donc, c'est là qu'arrive le concept de MLOps, qui va permettre en fait qui va être en fait une façon de travailler pour les développeurs et intégrateurs de solutions d'IA. Et enfin, l'IA peut-elle également servir aux développeurs? Donc, on peut voir sur certains IDE une autocomplétion très puissante. Donc, on peut aussi voir des applications dans notre domaine d'activité. Merci à tous et toutes. On va pouvoir maintenant passer aux questions. Oui, merci Pierre, merci Benjamin pour cette seconde partie. Effectivement, il y a quelques questions que nous avons reçues. La première vient de Fabien, elle concerne toujours le format des tickets. Et la question est la suivante. Est-ce que si le ticket contient une pièce jointe, le modèle que vous avez développé en capacité d'analyser le contenu de la pièce jointe et de l'utiliser pour la prédiction, ou est-ce qu'il faudra une étape préliminaire finalement d'analyse de cette pièce jointe, de retranscription de son contenu pour le fournir au modèle? Ouais, c'est une très, très bonne remarque et non, malheureusement, le modèle ne peut pas prendre telle quelle la pièce jointe. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer, alors déjà si le contenu de la pièce jointe est formaté, toujours le même, on peut très bien imaginer extraire les données, les intégrer telles quelles. Par contre, si le format est libre, il faudra peut-être développer un second modèle d'IA qui va venir extraire les données, pour pouvoir les intégrer à un second modèle d'intelligence artificielle. Ok, effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Il faudra forcément décoder ou en tout cas analyser cette pièce jointe d'une manière ou d'une autre, que ce soit via un autre modèle d'IA ou via des techniques un peu plus classiques, et enchaîner finalement des modèles. Une seconde question qui est très intéressante, celle-là, c'est est-ce que vous avez réussi à résoudre l'effet boîte noire qu'on peut retrouver dans certains algorithmes de machine learning pour savoir pourquoi la décision a été prise? Est-ce que vous avez pu aller jusque-là? Alors oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Donc pour la première itération, quand on réalisait, finalement, les différents apprentissages à la main, à ce moment-là, non, on était vraiment sur une boîte noire totale. Par contre, quand on est passé sur Google et notamment avec AutoML, et ben là, ils nous mettent à disposition, tout un tas d'outils qui va permettre en fait d'analyser l'apprentissage et de nous faire même des rapports assez précis et assez, esthétiquement, beaux pour voir ce qui s'est passé. Et donc on avait notamment, alors là je dis de mémoire, les différents termes sur lesquels l'IA s'est appuyée, par exemple dans une description. Le poids de chaque, et de chaque champ. Ça, c'était intéressant. D'accord. Effectivement, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Je la récupère. Alors, n'ayant pas pu assister à ce Rex qui m'intéresse particulièrement, je voulais savoir s'il avait été enregistré. Donc oui, effectivement, le Rex est enregistré, il sera mis à disposition de tous et nous vous communiquerons le lien pour pouvoir le visionner en replay, bien évidemment. Et donc,
Je peux poursuivre parce que j'avais une question personnelle, moi. Donc, je vais vous mettre à la contribution. Sur la dernière slide qui évoquait finalement l'évaluation du nouveau modèle versus l'ancien modèle, est-ce que tu pourrais détailler un peu plus les métriques qui étaient utilisées? Tu as évoqué un score F1. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de quoi il s'agit finalement? Alors oui, donc la précision, c'est en fait un pourcentage des bonnes réponses par rapport à toutes les réponses qui ont été trouvées, toutes les catégories qui ont été prédites de manière juste. Et pour ce qui est du recall, je ne me souviens pas, rappel en français, c'est en fait tout ce qui était possible d'être prédit. Donc c'est ce que l'IA a prédit par rapport à tout ce qui était possible d'être prédit. Et donc justement, ce score, il est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas soumis au problème de jeu de données déséquilibré, donc, ce qui est le cas pour la précision. Et ensuite, le score F1, en fait, c'est une combinaison des deux, de la précision et du rappel. Et donc, il nous donne quelque chose une synthèse en fait des deux. D'accord, très bien, merci Benjamin. Une question qui vient d'arriver, quelle a été la durée des pipelines d'entraînement, en tout cas d'industrialisation au sens large? La durée totale du pipeline ou de développement du pipeline? Je pense. On va dire les deux. Les deux. Donc pour ce qui est déjà du développement, donc comme c'était une technologie sur laquelle on n'était pas très à l'aise, qu'on ne connaissait pas trop, je dirais qu'il y a eu pour 10, 15, peut-être 20 jours le temps que ce soit bien paramétré, sachant que c'est codé en Python derrière. Et pour ce qui est du temps nécessaire pour le pipeline, en fait, c'est vraiment la partie AutoML qui va prendre 1 heure, mais le reste, c'est très, très, très rapide, hein. Le reste prend, je pense, 1 minute chacune. C'est vraiment l'entraînement qui prend du temps. Et je crois qu'on n'est jamais allé au-delà de 3 heures d'entraînement parce qu'après, on trouvait que c'était un peu long, même humainement, quand on attend. D'accord. Donc, c'est-à-dire que sur cette première partie, vous aviez capacité à arrêter avant la complétude? Parce que là, j'entends 1 heure, 3 heures Ouais. toute la nuit. Alors, en fait, ce que fait AutoML, en fait, ce qui prenait du temps, c'était pas l'entraînement lui-même, c'était AutoML. C'est-à-dire, lui, le laisser sélectionner le meilleur algorithme avec les meilleurs paramètres. Et donc, ce qu'on lui disait, c'était, on lui donnait en fait un temps maximal d'opération. Donc, le temps minimal, c'est 1 heure. Et après, on peut choisir, c'était d'heure en heure, hein, donc vous pouvez choisir 1, 2, 3, etc. Et donc, plus on attend, plus on a de chances en fait que AutoML trouve le meilleur algorithme avec les meilleurs paramètres. Donc si on le coupe avant, mais ce sera déjà très bien parce que c'est très puissant. Très bien. Merci Pierre et Benjamin. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver dans le chat. J'aurais tendance à dire que vous avez, je l'espère, répondu à toutes les interrogations que nos participants auraient pu avoir. En tout cas, je vous dis merci et je vous laisse le mot de la fin, peut-être. Pierre, tu veux Non, merci à tous pour votre écoute et j'espère que c'est toujours des sujets très intéressants. Donc j'espère que ça vous a aussi intéressé, que ça vous motivera pour essayer, pourquoi pas, d'en intégrer dans vos projets aussi. Merci beaucoup pour votre écoute.